Ça y est, hop, nous passons à notre deuxième séquence. Alors, une table ronde intitulée Soins, dépendance, hébergement, qui finance quoi, qui fait quoi aujourd'hui, pourquoi ça coince. J'accueille Florence Arnez-Mauvet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, déléguée générale du syndicat national des maisons de retraite privées, le SYNERPA, qui est donc le premier syndicat national des maisons de retraite privées. Je crois que vous avez également travaillé dans le réseau d'Orpea précédemment. Oui, très longtemps. Nous sommes accompagnés sur ce plateau de Bernard Bonne, alors sénateur Les Républicains de la Loire, co-auteur en 2021 du rapport d'information Bien vieillir chez soi, c'est possible aussi, et du rapport d'information EHPAD, quel remède, qui lui date de 2018. J'ajoute que vous êtes médecin de formation et que vous avez été président du Conseil général de la Loire de 2007 à 2018, ce qui a son importance, on en parlera tout à l'heure. Et à distance, en principe, nous avions Olivier Richefou. Bonjour. Président UDI du département de la Mayenne. Alors vous êtes en Mayenne parce que vous concouriez aux élections départementales. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Je suis encore dans mon bureau et je devrais l'être pour les années qui viennent. Très bien. Merci. Et je crois que vous restez aussi en Mayenne parce qu'il y a le Tour de France qui va passer pas très loin de Laval dans les jours qui viennent. Et oui. Bienvenue. Et par ailleurs, pour être tout à fait complet, vous êtes avocat de formation. Alors, Florence Arnez-Mauvet, selon l'adresse, les dépenses liées à la perte d'autonomie des personnes âgées représentaient en 2014 1,4% du PIB, avec une grande partie, 79%, qui relevait de la dépense publique et 6,3 milliards qui étaient à la charge des ménages. Finalement, ça casse un petit peu l'idée selon laquelle une grande partie de la dépense liée à la dépendance serait à la charge des familles. Non, en fait, il y a une grande partie qui est prise en charge par la collectivité nationale. Oui, néanmoins, quand on ramène quand même à ce que vivent les personnes, il y a quand même un problème de solvabilisation de l'ensemble du tarif. On a sur un tarif hébergement qui pèse quand même à 60% sur les familles, le département ne finançant que 10% de la charge globale en EHPAD et l'assurance maladie 30%. Donc on a bien sûr quand même une assurance maladie et un département qui finance. J'ai affiché moins... Oui, mais là, on est sur du macroéconomique. C'est de la macro, ouais. Macroéconomique, mais dans la vraie vie des vrais gens, le tarif d'EHPAD, il couvre 60%. La famille paye 60% du coût global. Donc, on sait qu'il y a une problématique d'accompagnement, du financement des soins et de la dépendance dans les EHPAD aujourd'hui. Et s'il était mieux réparti, peut-être qu'il serait moins douloureux pour les familles. Bernard Bonne, Luc Broussy l'a évoqué tout à l'heure, il y a des dotations qui sont versées par les départements aux établissements. Comment tout ça est calculé ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est un peu tout le problème de ces dotations données par les départements. Ça va nous permettre de plonger en plein milieu du sujet. Ça avait posé le problème lorsqu'on avait calculé les points GIR, les fameux points GIR, qui permettent de donner les dotations d'APA au niveau de chaque GIR, personne. Ça veut dire quoi, point GIR, c'est groupe iso-ressources qui permet de calculer la dépendance réelle d'une personne et donc d'affecter une somme qui correspond à GIR 1, à GIR 6. Donc on a une somme qui est plus ou moins importante selon qu'on est en GIR 1 ou GIR 6. Donc c'est-à-dire que les EHPAD, touchent des dotations qui varient selon le GIR des personnes qui résident dans ces EHPAD. Les EHPAD et les personnes âgées à domicile également. L'APA à domicile existe aussi et donc on donne de l'argent pour les personnes qui sont à domicile ou qui sont en établissement ou en résidence. Donc pour les établissements, en général, on calcule, c'est une dotation moyenne qui est forfaitaire, qui est donnée à l'établissement en fonction de ce qu'on appelle un GIR moyen pondéré. Donc le fameux GMP. GMP. Donc on calcule en fonction des différentes personnes quels sont l'état de ces personnes et on établit pour chaque personne un GIR et après un GIR moyen pondéré. Le problème, c'est qu'au niveau des départements, et on l'avait vu lorsqu'on a essayé de faire des différences, il y avait des différences assez importantes entre les départements qui sont liées à quoi ? Des problèmes. Qui sont liés à des décisions... À la richesse des départements ? Oui, bien un peu à des décisions que les départements prennent en toute liberté, en toute autonomie de gestion et qui fait que, on prenait toujours l'exemple de la Corse du Sud et la Corse du Nord, où il y avait une différence de 50% entre les uns et les autres. Donc il faut absolument, et les départements en sont tout à fait conscients, il faut essayer d'arriver, comme pour les soins, à une sorte de GIR moyen pondéré entre les départements, qui fasse qu'il n'y ait pas une trop grosse différence entre les uns et les autres. Je me tourne vers vous pour les soins, donc je crois que c'est le pathos. C'est ça. Et donc il y a un pathos moyen pondéré, et celui-ci, contrairement au GIR, ne varie pas, c'est-à-dire que selon... en fonction de l'établissement, il varie et il y a une équation tarifaire qui est liée à ce
GMP et à ce PMP. Et donc, ce sont des équations tarifaires. Mais il n'y a pas d'inégalité territoriale comme on peut l'observer pour le GMP? Non, là, il va y avoir des inégalités en fonction plutôt des établissements. En fait, chaque établissement reçoit une dotation en fonction du niveau de dépendance et de pathologie des résidents accueillis. Donc, il y a des variabilités en fonction des établissements. Tout à l'heure, vous parliez de la tarification entre le secteur public et privé. Certes, le secteur public parvient à avoir des tarifs en moyenne à 60 € fixés par les présidents de conseils départementaux. 60 € par jour. Par jour, absolument. Mais à contrario, ils ont des tarifs soins et dépendance plus élevés que dans le secteur privé. De la même manière, ces 60 € faciales cachent quand même une addition pour la puissance publique de rénovation des murs qui, aujourd'hui, est de l'ordre de 15 milliards. Donc, OK, les fameux 15 milliards qui étaient mentionnés par le rapport de Dominique Thibault. Fait état d'environ 2 milliards pour la rénovation du parc public, mais il en faut 15 milliards. Et c'est tout à fait normal. La puissance publique veut aussi qu'il y ait des EHPAD accessibles, donc fixe un tarif environ à 60 € pour les personnes, mais derrière, il y a des rénovations immobilières qui ne sont pas effectuées, ce qui explique que le parc public est encore trop vieillissant. Je me tourne vers Olivier Richefou, vers l'écran, pardon. Alors, Bernard Bonne évoquait l'APA. L'allocation personnalisée d'autonomie. Donc les départements aident aussi les familles, les personnes qui sont atteintes de perte d'autonomie, qui sont dépendantes. Donc ce sont les départements qui sont en charge de l'APA et aussi de l'ASH. Comment ça marche? Comment est-ce que vous décidez de ces sommes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en prenant l'exemple de la Mayenne? Moi, je trouve que ça marche plutôt bien, d'abord, parce que les départements se font une fierté d'accompagner les personnes âgées sur leur territoire. Et dans nos politiques, c'est quelque chose d'essentiel à laquelle on tient. Et je pense même qu'il serait beaucoup plus simple, d'ailleurs, les quelques mots que nous venons d'échanger avec tous ces sigles montrent que c'est un vrai sujet de spécialiste et qu'il est compliqué d'expliquer à nos concitoyens la façon dont le tarif est fixé. Moi, je crois qu'il serait d'abord beaucoup plus simple que les départements puissent piloter par délégation, notamment des ARS, les EHPAD, afin d'avoir une vision globale. Je voudrais juste préciser sur les questions tarifaires qu'il y a plusieurs éléments qui méritent, à mon avis, d'être intégrés dans le débat. Le premier, c'est le fait qu'au titre de l'aide sociale, nous prenons en charge, c'est le cas dans mon département, pour 12% des cas, la totalité de la facture, lorsque les personnes n'ont pas les ressources nécessaires pour les assumer. Donc n'oublions pas cette dimension-là, qui est une dimension Est-ce que vous pouvez donner importante. des chiffres, des exemples, pour avoir un ordre de grandeur? À l'échelle de la Mayenne, voilà, combien de personnes sont dépendantes dans le département de la Mayenne et quel est le chiffre de la facture acquittée par le département de la Mayenne? C'est plusieurs dizaines de millions d'euros, bien évidemment. Si je vous donne les chiffres en EHPAD, c'est 4500 personnes qui sont aujourd'hui réparties dans 65 EHPAD. Et on a à peu près 6000 personnes qui sont accompagnées à domicile au titre de l'APA. Donc on voit un peu plus, ce qui est une tendance qui va aller en s'accroissant, comme l'a très bien dit Luc Broussy tout à l'heure, avec cette volonté de rester à domicile le plus longtemps possible. Moi, je crois que sur les questions tarifaires, je suis d'accord pour qu'on ne dépasse pas 60 €, notamment dans des territoires ruraux. Je pense aussi qu'il n'est pas impossible qu'on puisse commencer à imaginer, comme on le fait dans le secteur de l'enfance, que le tarif payant ne soit pas forcément le même en fonction des ressources du résident. Pourquoi ne pas appliquer une forme de quotient familial à l'envers, si j'ose dire? Voilà, moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des tarifs différenciés dans les EHPAD qui puissent se mettre en place. Et dans ce cas, vous ne risqueriez pas de vous trouver avec une espèce de ventre mou de personnes dont les ressources seraient trop élevées pour toucher des aides, mais dont les ressources ne seraient pas suffisamment élevées pour faire face aux dépenses de dépendance, que ce soit dans un établissement, que ce soit à domicile? Non, parce que je crois que le département veillera toujours à garder cet équilibre. Et au titre de l'aide sociale, n'oublions pas que c'est nous qui finançons. Voilà, donc nous sommes là pour jouer notre rôle, notamment de solidarité envers ceux qui n'ont pas les capacités à accéder suffisamment sur le plan financier.
Bernard Bonne, il y a Olivier Richefou qui faisait mention de la facture pour les départements. Il y a la facture pour l'État aussi, parce que les gens, alors là on s'éloigne un petit peu du sujet EHPAD, mais les gens qui sont chez eux, qui assument des soins ou des dépenses de dépendance chez eux, là c'est l'État qui prend le relais avec de la dépense fiscale, notamment. Ça se monte à combien ? La dépense totale au niveau des soins par l'État, c'est dans votre tableau, c'est de l'ordre de 12 milliards à peu près au niveau national. La dépense au niveau de l'APA pour les départements, avec l'aide sociale, c'est à peu près l'équivalent, 8 à 10 milliards, voire presque 11 milliards. Donc c'est à peu près équivalent entre les uns et les autres. Et puis après, il y a ce que nous disions tout à l'heure, il y a les dépenses d'hébergement, dont une partie est prise par l'aide sociale. Alors, il y a une récupération sur succession éventuellement, mais c'est quand même une dépense importante, et c'est pour ça que tout à l'heure, il était dit que toutes les personnes, normalement, doivent pouvoir bénéficier d'une aide, dans la mesure où il y a une habilitation à l'aide sociale, d'une aide pour aller en hébergement. Mais la dépense est importante pour les départements. Si vous voulez, je prends l'exemple de mon département qui représente à peu près 1/100 de la France. Enfin, de mon ancien département, quand j'étais président, on avait 100 millions de dépenses pour les personnes âgées, sur un budget de 750 millions pour 750 000 habitants. Voilà, à peu près. L'aspect kafkaïen du système, il est parfaitement décrit, et d'ailleurs elle le décrit comme ça par Monique Iborra. C'est encore un rapport, vous allez me dire, des rapports il y en a beaucoup. Celui-ci date de 2018, Monique Iborra, députée, qui avait fait un rapport d'information sur les EHPAD, et elle employait le terme de kafkaïen. Vous pensez que c'est une bonne idée que, Florence Ernest-Momé, que en fait, le département soit le bras armé de l'organisation de la dépendance à l'échelle territoriale ? Alors, aujourd'hui, donc ça fait 20 ans qu'on fonctionne au niveau des EHPAD avec une co-gouvernance agence régionale de santé pour les soins et département pour l'APA. C'est la fameuse tarification ternaire, c'est ça ? Absolument, absolument. Et co-gouvernance, donc, avec le département et l'agence régionale de santé. Cette co-gouvernance nous convient particulièrement bien au CINERPA. Alors, nous sommes d'autres acteurs sont contre et voudraient un clivage plus clair. L'organisation qui s'affiche en principe à l'écran. Sur tous les secteurs d'activité, on peut faire ce genre de choses. C'est pas, voilà. Ce qu'il y a, et c'est une vraie question, puisqu'il y a un projet de loi qui arrivera soit cette année, soit plus dans les années à venir. Mais le CINERPA, en tout cas, est tout à fait favorable à une co-gouvernance. Pourquoi ? Parce que l'agence régionale de santé a une maîtrise assez parfaite des crédits d'assurance maladie. On l'a vu pendant la crise. Sans les agences régionales de santé, déjà la crise a été complexe, mais sans elles, nous ne serions pas parvenus à traiter cette crise, surtout dans les 2 premiers mois. Ils ont été très, très à l'écoute et très dans l'aide. Le département a une vocation plus territoriale et plus proche, effectivement, des concitoyens. Donc, au CINERPA, nous défendons cette co-gouvernance que nous trouvons particulièrement pertinente parce qu'il y a vraiment 2 grands axes dans l'accompagnement en EHPAD. Il faut reconnaître également qu'il y a toute l'aide à domicile qui aujourd'hui est sous gouvernance départementale et de la même manière pendant la crise, nous avons sévèrement manqué d'une aide de l'agence régionale de santé sur les services à domicile. Donc pour nous, au CINERPA, nous sommes très favorables à maintenir, voire même à étendre sur le champ de l'aide à domicile la co-gouvernance département-agence régionale de santé. Certes, ça peut paraître complexe pour la population, mais pour les professionnels que nous sommes, nous avons l'habitude de traiter avec ces 2 instances et pour nous, chacune a son sens et son utilité dans le secteur. Je rebondis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, où finalement sur la partie soins, vous disiez que des établissements il pouvait y avoir une inégalité. Une inégalité de traitement. Inégalité de traitement, quel que soit le statut, etc., etc. Il y a une autre loi, alors, beaucoup de rapports dans le champ de la dépendance, il y a aussi pas mal de lois. Il y en a une qui est assez récente, qui a instauré une espèce de convergence tarifaire. Avec des contrats, des CEPOM. Rappelez-moi ce que c'est que les CEPOM, c'est les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ils étaient censés gommer aussi cet inégal traitement. Donc, c'est-à-dire que cette loi est passée à côté de l'objectif qu'elle s'était fixé ? Non, ça progresse. Il faut bien reconnaître que ça progresse. Alors, le secteur public a obtenu ce qu'on appelle un clapet anti-retour. Donc, une convergence, c'est chacun... Expliquez-nous ça. Alors, une convergence tarifaire, c'est une équation tarifaire. Et chacun, les établissements en dessous de cette norme de tarification doivent monter à cette équation tarifaire. Et ceux qui sont au-dessus doivent baisser. Le secteur public était largement au-dessus, a obtenu ce qu'on appelle un clapet anti-retour. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas revenir. Donc c'est une fausse convergence tarifaire.
Et le secteur privé, mais le secteur privé a obtenu, d'ailleurs de la part de Mme Buzyn, dès qu'elle est arrivée aux commandes, une convergence qui est actuellement encore en cours et qui doit s'arrêter en 2021. Donc les établissements privés sont en train d'atteindre la norme de financement. Mais le quinquennat de M. Macron a quand même continuer à créer des clivages, puisque sur le Ségur de la santé, le secteur public est mieux financé, le secteur public a eu des primes grand âge début 2018, donc on est toujours dans une différenciation entre secteur public et secteur privé sur la partie soins et sur la partie dépendance. Donc Bernard Arbonne, on l'a volontairement titré cette conférence, les EHPAD sont-ils vraiment si chers? Alors, il y a le coût pour les résidents, les familles, aussi le coût pour la collectivité. Ce que vient de dire Florence Arnaiz-Maumet tord un peu le coup selon laquelle les EHPAD privés coûteraient plus d'argent, au moins à la collectivité. Les EHPAD publics sont plutôt pas mal servis. Je ne veux pas faire la différence entre les EHPAD privés à but lucratif ou à but non lucratif et les EHPAD publics. Je crois qu'aujourd'hui, si, on peut peut-être le faire, mais il ne faut pas s'y arrêter trop longtemps. Je crois que tout le monde a son utilité aujourd'hui pour la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, mais aujourd'hui, il faut réfléchir sur le maintien de ce système qui est trop important par rapport au reste. Et c'est pour ça que le rapport que nous avions fait récemment, c'est de dire, puisque les EHPAD vont poser des problèmes et risquent de devenir trop chers pour une grande partie de la population et qu'on ne pourra pas en construire énormément parce que les départements et l'État ne pourra pas, essayons de trouver d'autres solutions en essayant de prévenir cette perte d'autonomie. Et c'est pour ça qu'on a essayé de voir. Et je crois qu'avec le secteur public, comme le privé, à but lucratif et autres, il faudra prévoir ce qu'on appelle des résidences autonomie. Des résidences qui permettront à des personnes d'aller dans des secteurs moins médicalisés, mais avec des soins et un accompagnement médico-social qui soit assez important pour que les personnes puissent y rester longtemps. Moins médicalisé, mais ça veut dire qu'en cas de besoin, ce coût serait, par ricochet, transféré à l'assurance maladie, à la médecine de ville et à l'hôpital. Donc le coût, finalement, resterait... Non, le coût restera à peu près identique sur le plan médical et sur le plan de l'APA, enfin ce qu'on donne aujourd'hui au niveau de l'APA, mais il sera beaucoup moins élevé au niveau de l'hébergement du gîte couvert, parce que les obligations, les normes qu'on a dans les EHPAD aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a dans les résidences autonomie ou dans les domiciles adaptés. Donc c'est là où il y a toute une réflexion à avoir quand même. Parce que je reviens uniquement sur la différence au niveau de la tarification. Alors, bon, il y a des différences d'appréciation, mais nous, on pense que la simplification de la tarification, c'est-à-dire qu'un seul tarificateur avec un contrôle, bien sûr, par les uns et par les autres, permettrait quand même de simplifier au niveau des établissements toute cette comptabilité qui est quand même énorme et qui nécessite pour chaque établissement d'avoir à la fois une comptabilité pour les soins, une comptabilité pour le médico-social et pour le social, enfin l'APA, et c'est très compliqué. Alors, je rebondis, voilà, ce que vous dites est important, c'est-à-dire que dans un établissement, quel que soit le statut, il y a le comptable qui doit rendre des comptes à la fois à la partie État, à l'ARS, donc au département, un interlocuteur, et de l'autre au département, avec parfois des logiciels qui peuvent être différents. Et donc oui, et des demandes qui peuvent être différentes. Et puis en plus, des établissements avec l'habilitation à l'aide sociale doivent aussi rendre des comptes sur la partie hébergement. Donc c'est relativement complexe. Alors qu'on ait toujours la partie hébergement, je crois qu'elle est évidente, il faudra qu'on ait une tarification séparée. Mais au niveau des soins et de l'aide à l'autonomie, la perte d'autonomie, là il faudrait peut-être qu'on arrive à une certaine convergence, dans la mesure où les départements acceptent aussi qu'il y ait une convergence comme au niveau des soins. Olivier Richefou, je prends la balle au bond. Le rapport Libaud, alors je le cite beaucoup, mais en fait il fait quand même pas mal d'autorité, expliquait en 2019 que si les tailles d'établissements étaient globalement comparables entre le public et le privé, la structuration et la mutualisation des moyens étaient en revanche très différentes. Il relevait notamment que la logique d'organisation en groupe qui est la marque du secteur privé, ne concernait qu'une partie du secteur privé non lucratif et était quasiment inconnue dans le secteur public. Ce à quoi faisait référence Bernard Arbonne, avec des comptables qui doivent rendre des comptes d'un côté à l'ARS, d'un côté au département. Est-ce que cette logique de mutualisation, elle ne devrait pas naître aussi dans le public, de manière à concentrer des moyens sur ce type de tâches, ce qui pourrait peut-être libérer d'ailleurs de l'argent pour d'autres choses dans les EHPAD publics. Qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que parmi les 65 des établissements qui sont sur votre territoire, il doit y en avoir qui font une centaine de places et d'autres qui sont beaucoup plus petits. Donc, est-ce qu'un EHPAD de 20-25 places nécessite d'avoir un comptable à temps plein? La réponse est évidemment non, et je suis parfaitement en phase avec ce que vient de dire
avec ce que vient de dire Bernard Bonne sur cette complexité extraordinaire sur le plan comptable. Il y a dans mon département quelques EHPAD qui ont une trentaine de places. Et il y a aussi une cuisine propre à chaque établissement. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Pour la fabrication des repas, je pense qu'il est nécessaire de mutualiser. Pour les logiciels de gestion du personnel, il faut mutualiser. Donc on a entrepris dans notre département un travail qui consiste sur les 9 intercommunalités à avoir une politique gérontologique qui s'appuie sur un établissement central qui pourrait jouer le rôle un peu de pilote, qui peut être un hôpital de proximité d'ailleurs, hein, ce qui est une façon de conforter son rôle. Mais il nous faut absolument engager ces notions de mutualisation. Ça permet d'abaisser les coûts. Pardon, mais le coût d'un directeur pour 30 personnes, ce n'est pas le même s'il est mutualisé sur 2 ou 3 établissements qui travaillent ensemble. Avoir un ergothérapeute, c'est difficile pour un établissement de 30 personnes. C'est possible quand on mutualise plusieurs EHPAD qui travaillent ensemble. Donc c'est un travail qu'on a entamé avec l'ARS. Pas toujours facile à convaincre, mais on a la chance en Mayenne et dans les Pays de la Loire que les choses progressent en ce sens. Et il faut donner véritablement cette impulsion. Comme il faut donner une deuxième impulsion, j'y reviens d'un mot, il faut casser cette différence entre le maintien à domicile, les SAD et l'EHPAD. Ça doit être un parcours, celui de l'évolution de la personne âgée. Et il est grand temps que les SAD et les EHPAD travaillent ensemble. D'où l'intérêt que ce soit le département qui en assure le pilotage. Alors je vous pose la question à tous les deux. Luc Brousset disait tout à l'heure que, bon, en faisant mention à l'EHPAD du futur, qu'il appelle de ses voeux, que malgré tout, l'EHPAD restait au centre du jeu, au centre de l'organisation. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, l'EHPAD reste central dans l'organisation de la dépendance. Il y a toute cette petite musique selon laquelle, en ce moment, il faudrait en finir avec les EHPAD restent essentiels à la politique de dépendance, qu'elle soit menée par les départements ou l'État dans les régions. C'est un outil qui reste central, Bernard Bonne? Les propositions qu'on avait faites dans le précédent rapport, pas celui sur la prévention de la perte d'autonomie, mais sur l'autre, préconisaient justement qu'on ait des sortes de territorialisation du parcours des personnes âgées. Et qu'on puisse, à partir d'un établissement, alors privé, public, peu importe, pourvu qu'on puisse avoir une connaissance très fine de toutes les personnes âgées sur ce même territoire et organiser tout le circuit de cette dépendance entre le domicile, la résidence éventuellement et l'établissement, s'il le faut, l'EHPAD. Et c'est là, je crois, l'intérêt, c'est ce parcours de la personne âgée qu'il faudrait qu'on puisse territorialiser et organiser un peu mieux. Et je crois que là, tout le monde aura sa place, que ce soit les établissements privés ou publics. Sur la rénovation, Olivier Richoux, est-ce que les départements mettent la main à la poche? On parlait tout à l'heure des 2,1 milliards d'euros qui sont consacrés dans le cadre du plan de relance. Vous-même, voilà, vous mettez en place des choses pour rénover des places ou des bâtiments? Alors c'est le choix que nous avons fait dans le département de la Mayenne. On a bâti un plan qui s'appelle le plan Maille Aîné, avec un jeu de mots avec le nom des habitants du département de la Mayenne et le sens que l'on veut donner aux aînés. Et on prévoit effectivement, et on a déjà mis en œuvre, on subventionne à hauteur de 15% les travaux de rénovation ou de construction, de reconstruction d'EHPAD. Et on porte même à 25% ce taux de subvention lorsqu'il y a des unités pour les personnes âgées vieillissantes, parce qu'on a aussi des situations à organiser avec l'autonomie d'une façon générale, et notamment les personnes en situation de handicap qui peut-être trouvent parfaitement leur place dans des unités qu'on appelle les unités pour personnes âgées vieillissantes, pour personnes handicapées vieillissantes. Alors, j'ai un petit peu bafouillé tout à l'heure pour expliquer qu'en fait, les gens qui nous suivent, vous êtes plus de 300, pouvaient évidemment poser des questions. Je relayerai ces questions dans la mesure de public. Sébastien, on évoquait tout à l'heure les EHPAD publics dans lesquels les chambres doubles sont encore les plus nombreuses, avec une certaine vétusté. Sébastien qui nous pose la question, est-ce vraiment indispensable de supprimer des chambres doubles à partir du moment où un des plus gros problèmes du grand âge est la solitude? Bernard Bonne, un avis là-dessus? Je crois qu'il faut garder quand même des chambres doubles, ne serait-ce que pour les couples qui rentrent en établissement. Et puis quelquefois, il y a des personnes qui souhaitent être... Bon, moi, en tant que médecin pendant pas mal d'années, et ayant suivi aussi des personnes en EHPAD, enfin comme tous ceux qui les ont vus, il faut quand même garder la possibilité d'avoir des chambres seules. Mais dans certains cas, dans certains établissements, je crois qu'il faut garder la possibilité, effectivement, d'être double. Cette solitude, elle a été
elle a été majeure pendant cette période de confinement et elle a été sur le plan éthique, elle a posé beaucoup de problèmes. Et je crois que là, ça doit permettre, les difficultés qu'on a eues pendant cette période de confinement devraient aussi permettre d'avoir des réflexions pour l'avenir par rapport justement à la prise en charge de ces personnes dans les établissements et à domicile. Alors, des couples qui peuvent se retrouver tous les deux en EHPAD, Olivier Richoux, dans ces cas-là, alors là, c'est un cas pratique, en ce qui concerne les aides, l'APA, l'ASH, comment ça se passe? C'est-à-dire que monsieur et madame peuvent toucher chacun une aide de la part du département? Oui, alors, je ne connais pas dans le détail, pardon, la façon dont ça se passe, mais c'est le foyer fiscal qui effectivement est considéré. Et à partir du moment où il y a une chambre avec un coût supplémentaire parce qu'elle accueille le couple, c'est bien évidemment pris en compte dans la tarification. Alors Florence Arnez-Maumé, on revient à vous. Dans le privé, les établissements sont eux qui rénovent eux-mêmes leur... Il n'y a pas d'argent public qui est dépensé pour la rénovation du bâti. C'est ce qui explique d'ailleurs la différence tarifaire entre les 60 € moyens d'un tarif habilité à l'aide sociale et le tarif du secteur privé. Il y a les 10-15 € de différence sont majoritairement liés au fait que les EHPAD construisent le bâti eux-mêmes. On est sur des montants d'environ 15 milliards d'euros. Souvent dans des zones d'ailleurs où l'immobilier est le plus cher. On en a parlé tout à l'heure. Oui, alors ça dépend. On est sur la zone 92, 75, 06. On est sur des coûts plus élevés. Mais globalement, le bâti de 15 millions est à la charge du secteur privé et les rénovations régulières également. Un établissement, un EHPAD est un bâtiment qui vieillit rapidement et le secteur privé rénove en permanence son bâti et c'est une grande partie du tarif hébergement. Ça c'est un point important parce que tous ceux qui disent ah là là les EHPAD privés sont nettement plus chers ne voient pas que derrière un tarif à 60 €, d'une certaine manière se retrouve aussi dans la rénovation. Public, il y a des milliards d'euros de rénovation que les Français vont bien devoir payer à un moment donné. Vous avez des chiffres au CINERPA sur le montant qui est dégagé par vos adhérents chaque année sur la rénovation? Non, on n'a pas des chiffres précis, mais on voit bien que dans le secteur public, là pour le coup, on en a. On sait qu'il faut dégager 15 milliards d'euros pour rénover l'intégralité des 3500 EHPAD publics. Donc ça commence à être énorme. Et quant à la question de la solitude et de la chambre double, je ne pense pas que ce soit une solution de mettre 2 personnes en chambre double à 25 mètres carrés pour lutter contre la solitude. Je pense que là, c'est une vue de l'esprit. Et bien évidemment, aujourd'hui, la chambre individuelle reste évidemment ce qu'il faut absolument proposer à la personne âgée. Alors, on va rentrer dans... Oui, allez-y Bernard Bonne. Il y a que pour les couples qui demandent éventuellement d'être ensemble. À 85 ans ou 90 ans, je vous assure qu'il y a beaucoup de couples qui souhaitent dormir séparément. D'accord. Ah oui, c'est la vie, c'est comme ça. La guerre des roses, même chez les personnes âgées. Non, mais bon, voilà, il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête. Alors, il y a un sujet dont on parle. Il y a un sujet dont on parle beaucoup, c'est évidemment le maintien à domicile. EHPAD versus maintien à domicile. Certains disent que le maintien à domicile coûtera moins cher que le modèle EHPAD, qu'on soit sur un statut public ou privé. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence Arnez-Maumé? Tout dépend du niveau de perte d'autonomie de la personne. Bien sûr qu'avec une faible perte d'autonomie, le domicile peut tout à fait rester, évidemment. Et ça coûte vraiment moins cher et doit rester à domicile. De maintenir à domicile quelqu'un? Encore, bah oui, sur des niveaux de perte d'autonomie faibles, oui, c'est plus efficace de rester à domicile. Pour des pertes d'autonomie comme on trouve en EHPAD, c'est-à-dire des fortes pertes d'autonomie, non, ce n'est pas moins cher, puisqu'il faudrait minimum 2 à 3 salariés pour permettre un accompagnement 24 heures sur 24. Donc, bien sûr que non, ce ne serait pas, c'est pas moins cher d'être... Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on dit le domicile peut être le moins cher, mais on est sur des plans d'aide d'environ 20-25 heures par semaine. Or, une personne très fortement dépendante, en grande perte d'autonomie, ne peut pas se contenter d'un plan d'aide à 25 heures par semaine. Donc, on est sur un accompagnement qui devrait être beaucoup plus large et là, donc, beaucoup plus coûteux. Et effectivement, dans les 20 dernières années, il faut bien reconnaître que la puissance publique, que ce soit départementale ou ARS, a mis
tous les moyens sur l'EHPAD. Aujourd'hui, il faut effectivement changer de braquet, c'est ce que disait Bernard Bonne. Aujourd'hui, il faut impérativement que le domicile ait son heure de mue, parce que là, on a besoin de transformer ce secteur d'activité. C'est un secteur morcelé, c'est un secteur sous-financé, c'est un secteur qui est extrêmement difficile aujourd'hui. Économiquement, il n'est pas viable, et donc il faut vraiment, et on attend de cette future loi grand âge, une véritable transformation de l'aide et du soin à domicile. Bernard Bonne, vous avez fait un sujet là-dessus, sur le maintien à domicile. Voilà, entre ces deux solutions, laquelle est la plus coûteuse pour la collectivité ? Pour la collectivité, le plus coûteux, c'est le domicile. Pourquoi ? Ça se décompose comment ? Parce que la collectivité paye le soin et la dépendance. Ouais. Or, si on veut garder des personnes très dépendantes à domicile, ça va coûter très cher, comme on l'expliquait là juste avant, parce que le nombre de personnes qu'il faudra pour intervenir à domicile sera assez important. Par contre, on sait quand même que dans les établissements aujourd'hui, dans les EHPAD, on a 23 à 24% de personnes qui sont en GIR 4. GIR 4, on l'a dit tout à l'heure, GIR 4, c'est une dépendance qui est quand même relativement moyenne. Et donc ces personnes devraient normalement pouvoir rester à domicile ou dans des secteurs des résidences autonomie, mais elles devraient en tout cas ne pas être dans les EHPAD. Et là, alors ça coûtera beaucoup moins cher. Parce que ces personnes, pour elles, par contre, pour les personnes individuellement, ça coûte moins cher. Mais aujourd'hui, on est trop rigide sur l'APA à domicile. On est trop rigide. Moi, je vois dans le département, on avait des plans d'aide qui dépendaient plus de l'argent qu'on avait que du besoin des personnes. Et je le reconnais, et c'est pas normal. On devrait vraiment tout faire pour que les personnes puissent rester à domicile ou dans des résidences, parce que, il faut le dire aussi, c'est leur souhait. Qui, entre toutes les personnes que vous interrogerez, dira un jour, moi j'aimerais bien aller en EHPAD. Il n'y en a pas, il y en a très peu qui le souhaitent. Donc il faut tout faire pour que les personnes restent à domicile. Ça coûtera aussi cher pour la collectivité, sauf si on fait de la prévention intelligente, mais ça coûtera beaucoup moins cher pour les personnes. Olivier Richoux, on est trop rigide, parce que les départements versent une APA pour les établissements, mais aussi une APA pour le domicile. Comme le disait Bernard Bonne, est-ce qu'on est trop rigide sur ce système tel qu'il existe aujourd'hui ? Je pense d'abord qu'il est impératif de répondre à l'attente de nos concitoyens. Une collectivité, elle est là pour être utile auprès de ses concitoyens. Et comme l'a fort bien dit Bernard Bonne à l'instant, nos concitoyens veulent rester à domicile. Ma propre maman, qui a 89 ans et qui est à domicile, lorsque je commence à lui parler EHPAD, elle me dit « Tu veux ma mort ?» Voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment que l'on fasse le maximum pour garder le plus longtemps possible à domicile. Ça veut dire qu'il faut renforcer les moyens techniques, renforcer les moyens humains, revaloriser les rémunérations et avoir une politique ambitieuse sur le maintien à domicile. Moi, j'ai prévu dans mon département de copier un peu la Corrèze, qui a prévu de faire une académie des métiers à domicile. Voilà, je pense qu'on a de belles choses à faire et que c'est un enjeu important des années qui viennent. Après, je vous renverse l'argumentaire. Il y a des gens qui peuvent se sentir moins seuls en EHPAD que chez elles. Vous êtes d'accord avec ça aussi ? Oui, mais l'EHPAD n'est fait que pour la fin de vie, au moment où l'autonomie n'est plus possible. Les résidences autonomie sont des solutions intermédiaires qui permettent aux services d'aide à domicile d'intervenir d'une façon groupée. Et c'est cette notion de PAERPA, pardon pour le sigle, mais de parcours des personnes âgées qui doit véritablement être mise en œuvre. Et l'EHPAD est une solution qu'il faut savoir conserver, mais ça ne doit plus être l'alpha et l'oméga, comme on l'a pris en charge bien souvent dans la politique gérontologique. Alors, vous tournez un petit peu autour du pot, mais est-ce que ça veut dire que les gens qui sont en EHPAD aujourd'hui, donc il y a un GIR qui va de 1 à 6, plus le GIR est faible, plus la dépendance est élevée, c'est assez paradoxal. Est-ce que ça veut dire que les places qui sont en EHPAD aujourd'hui, on sait qu'on est sur des courbes démographiques avec des besoins qu'on a évoqués tout à l'heure dans la vidéo en introduction, qui vont être vraiment très très forts. Est-ce qu'on doit concentrer les places en EHPAD pour les personnes qui sont de GIR 1 à 3 et donc 4, 5, 6, plutôt le maintien à domicile, ou est-ce que c'est une vision trop simpliste, Florence Arnez-Mollet ? À notre sens, c'est une vision un peu trop simpliste. Nous, c'est important de pouvoir quand même garder une certaine mixité dans les personnes accueillies. On sait que la première cause d'entrée en EHPAD, c'est effectivement la maladie d'Alzheimer. Donc on a environ 50% des résidents qui sont frappés et atteints par cette maladie. C'est en augmentation, ça, vraiment oui, ce qu'on appelle pudiquement les troubles cognitifs. Absolument, c'est en augmentation. C'est important pour nous de pouvoir
pouvoir garder une certaine mixité. Et d'ailleurs, les GIR 4 qui vont en EHPAD, c'est donc un choix de leur part, hein, et un choix de leur part ou de leur famille, mais c'est bien un choix, puisqu'effectivement, en GIR 4, on est censé pouvoir rester quand même aujourd'hui avec les plans d'aide qui sont offerts à domicile. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas tout concentrer sur les GIR 1, 2, 3. On voit bien que les USLD, qui est le modèle justement qui a concentré les cas les plus lourds, est un modèle en déshérence et qui n'existe quasiment plus. Il faut pouvoir, et justement pour avoir des EHPAD ouverts sur l'extérieur, à l'étranger, en Espagne par exemple, il y a des cafétérias où tout le monde rentre, tout le monde sort. Enfin, c'est quelque chose de très ouvert. Donc pour pouvoir faire ça en France, il faut quand même que l'EHPAD soit un lieu qui accueille des personnes de tout type, donc des personnes valides, moins valides et en perte d'autonomie. Des solutions, il y en a. Voilà, simplement, il y a des écoles différentes, comme on vient de le voir. Mais alors, le rapport Libault le disait bien, encore une fois, il y a un état des lieux, il y a un diagnostic, il y a des projections. Derrière, il y a des moyens à mettre en place. Et sur la partie dépendance, on voit bien que le compte n'est pas forcément. Où est-ce qu'on va trouver cet argent, Bernard Bonne ? C'est tout le problème. Je crois tout le monde a réfléchi déjà sur la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. On a tous des idées, et je crois que c'est même pas, il ne faut pas se contenter même du domicile, des résidences et des EHPAD. Il y a des tas d'autres solutions qui peuvent exister. Il y en a qui existent déjà dans beaucoup de départements. Je crois qu'il faut laisser aussi la liberté à chacun de s'organiser en fonction de ce qu'il souhaite, en prenant toujours en compte la demande et les besoins de la personne âgée. C'est elle qui compte en plus. Par contre, ce que vous disiez justement au niveau des moyens. Moi, j'avais préconisé dans un des rapports de dire qu'il faut absolument qu'on trouve des moyens supplémentaires, et j'avais proposé l'assurance privée. J'allais vous en parler, puisque c'est l'assurance à la porte. privée. Enfin, il y a même la mutualité française qui avait plaidé pour Mais moi, la mise en place d'un je parlais système d'une comme ça. assurance privée obligatoire à partir du moment où on commence à travailler avec des sommes qui soient relativement modestes, qui soient mises aussi en fonction des ressources de la personne, mais qui permettent à toute personne âgée en perte d'autonomie d'avoir un minimum pour assurer son hébergement ou sa perte de dépendance. Et je pense que c'est la seule solution, et on ne peut pas faire autrement. L'État ne pourra pas trouver demain les 14 ou 15 milliards qui manquent chaque année pour les personnes âgées, donc ça sera très difficile. Aujourd'hui, pour l'année prochaine, je pense que dans le PLFSS, on va parler de 2,5 milliards un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà, le projet de loi de financement, mais ça ne suffira pas. C'est toujours ça, mais ça ne suffira pas. Donc si on veut vraiment arriver à se doter des moyens nécessaires pour les personnes âgées en perte d'autonomie, il faudra qu'on trouve des solutions, et notamment assurantielles. Votre avis là-dessus, le recours à l'assurance ? Oui, bien sûr, mais il faut d'abord déjà correctement dépenser les euros existants. Ça, ce serait déjà une bonne chose. Donc ça implique de passer par l'hôpital, de regarder un peu. On sait bien qu'il y a des personnes âgées qui restent longuement sur un lit d'hôpital qui va coûter 2 000 € par jour à la collectivité. Quand un EHPAD, c'est intéressant ce que vous dites. Un EHPAD coûte au maximum 130 € tout compris. Un EHPAD médicalisé va être moins cher que bien sûr, l'hôpital. Beaucoup moins cher qu'une journée de médecine ou qu'une journée de chirurgie à l'hôpital. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les EHPAD, quel que soit leur statut, gèrent mieux, et ça, il y avait des rapports aussi qui avait mis en exergue le fait qu'il y a au moins 2 milliards d'euros par an qui stagnent à l'hôpital alors qu'ils pourraient être réinjectés dans le secteur médico-social. Donc il y a déjà ces premières fongibilités. Je ne parle même pas de l'enveloppe de médecine de ville qui est une enveloppe à ciel ouvert dont on ne contrôle rien de A à Z. Voilà. Et alors, par contre, le secteur des EHPAD, lui, c'est 11 milliards tout mouillé. Et pareil, pour le secteur du handicap, on est sur des petites boîtes où on doit faire le boulot dans des petites boîtes. Alors que tout le monde a des enveloppes d'assurance maladie qui sont assez peu regardées. Donc, déjà, commençons par bien dépenser les euros. Et puis ensuite, effectivement, il y a un recours peut-être à l'assurance privée à regarder dans les années à venir, bien sûr. Nous en sommes tout à fait favorables. Olivier Richefou, vous êtes dans un département rural. Est-ce que l'assurance pourrait être une solution, mais ça se traduirait par une facture plus élevée, des cotisations tout au long de la vie pour les personnes âgées. On sait que 75% des gens qui sont dans les EHPAD, la facture EHPAD est supérieure à leurs ressources. Donc l'assurance, dans ce contexte financier, peut-il être une solution ? La réponse est bien évidemment oui. Nous n'aurons pas l'argent public pour faire autrement, donc il est indispensable de mettre en place ce système assurantiel.
Je pense qu'on peut faire des économies, hein, on l'a évoqué tout à l'heure par les mutualisations. Oui. Et puis il y a une chose en tout cas qui me semble importante qu'il faudrait que la loi supprime. Moi je ne l'applique pas dans le département, c'est la solidarité familiale. Hein, et moi je l'ai supprimée pour les petits-enfants. Parce que je trouve qu'aller réclamer aux petits-enfants des participations financières, avec les complexités familiales qui existent, avec des petits-enfants qui quelquefois n'auront jamais connu leurs grands-parents, c'est quelque chose qui ne doit pas être... Pardon, c'est quelque chose qui ne doit pas être maintenu. Donc oui à la solidarité avec les enfants, mais pas à la solidarité avec les petits-enfants. Bernard Bonne, Oui, vous voulez prendre la parole? tout à l'heure, on parlait effectivement des économies à faire au niveau des soins. Et c'est vrai qu'au niveau des soins et de la dépendance, il faut qu'on fasse des économies. Et notamment dans le secteur hospitalier, c'est vrai qu'il y a des aberrations au niveau du fait que des personnes restent trop longtemps à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place dans des EHPAD quelquefois ou qu'on ne les reprend pas assez rapidement. Le coût serait certainement énorme. Mais par contre, moi, je parlais le côté assurantiel pour la partie hébergement. C'est-à-dire que le reste à charge pour les personnes âgées soit le plus bas possible, notamment en fonction de leurs revenus. Sur le reste, et c'est sur le reste hein, qu'il faut absolument qu'on arrive entre le domicile et les autres structures, pour ne pas parler que des EHPAD, mais il faudra absolument qu'on puisse s'occuper des personnes en perte d'autonomie le mieux possible, et beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, surtout à domicile. Alors, vous avez parlé de médicalisation, mais ce qu'on ne paye pas toutes ces années, en fait, on a supprimé des lits à l'hôpital. Des lits qui étaient destinés au long séjour. Les progrès de la médecine et de la science font que maintenant, il y a de la chirurgie ambulatoire. On peut rentrer à l'hôpital le matin, en sortir le midi, voire le soir, ce qui nécessite moins de lits. Est-ce que, du coup, ça n'a pas créé un report sur les EHPAD ? Je ne crois pas. Là, je pense vraiment qu'on a essayé de faire des économies au niveau des hôpitaux, peut-être un peu trop du reste, hein, avec des obligations. Et la tarification qui est dans les hôpitaux n'est pas idéale aujourd'hui. Mais pour parler des EHPAD, qui a quand même un secteur médical qui est complètement différent de celui des hôpitaux. Hein. C'est un médecin coordonnateur pour une maison une EHPAD classique, avec quelques infirmières. C'est pas du tout le système qui existe à l'hôpital. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est éviter les hospitalisations trop longues, alors que des personnes pourraient rentrer soit à domicile, soit en EHPAD, et du coup faire des économies considérables. C'est 100 fois le prix qu'on dépense entre le secteur, enfin presque 100 fois, entre une journée d'hospitalisation dans un service d'urgence ou un service de médecine spécialisée et celui d'un EHPAD. Donc il faut essayer de faire des efforts de ce côté-là. Et c'est là où il faudra quand même que l'ARS garde un regard appuyé sur toutes ces dépenses médicales, parce qu'il faut effectivement qu'on puisse regarder entre la médecine de ville, la médecine hospitalière et la médecine dans les EHPAD, qu'il y ait une certaine régulation entre les uns et les autres pour faire des économies. Florence Arnaud-Momé, on est bien d'accord, hein, quand on paye une facture, on s'acquitte d'une facture dans un EHPAD de 2 000, 2 500, 3 000 euros, on ne paye pas pour des soins. C'est que la partie hébergement. Donc on ne paye pas pour une partie médecin. Oui, absolument. Si ce n'est quand même qu'au fil des années, la puissance publique nous a demandé des modifications du bâti liées aux soins, et ça, c'est non financé par la puissance publique. Mais quand on évoquait tout à l'heure les contrats d'objectifs, les fameux CPOM, vous nous disiez grosso modo, on a un petit peu mieux servi le public que le privé, ce qui tord un peu l'idée d'ailleurs l'idée selon laquelle il y aurait de l'argent public qui serait mal dépensé dans des EHPAD privés. Est-ce que ça veut dire qu'en fait vous avez pris sur vous pour compenser ou comment? Alors non, on ne va pas jusqu'à financer des charges de personnel soignant par le tarif hébergement, parce qu'on ne va pas justement faire supporter à la personne âgée ou à sa famille le financement d'une aide-soignante ou d'une infirmière. Partout en France, que ce soit à domicile ou dans des établissements, c'est l'assurance maladie qui finance ces charges. Il n'y a aucune raison qu'en EHPAD, nous faisions peser sur la personne ou sa famille des charges liées aux aides-soignantes et aux infirmières. Mais effectivement, il peut y avoir, quand on parle notamment d'animation, ce sont des animations qui sont quand même très médicalisées. Encore une fois, le bâti a évolué en fonction des populations accueillies et en fonction de la charge en soins que nous devons déployer. Donc toutes ces charges-là n'ont pas été prises en compte et financées ni par l'assurance maladie ni par les départements. Elles pèsent sur le tarif hébergement. Olivier Richefou, vous disiez le département participe à la rénovation, en plus de ce qui peut être versé par d'autres acteurs publics. Est-ce qu'il y a une conditionnalité que vous exigez pour un concours financier du département à la rénovation ?
Non, nous sommes partenaires simplement pour examiner les dossiers, bien évidemment, et nous nous assurons simplement que la construction mise en œuvre est cohérente et est en lien, en tout cas, avec les besoins du territoire. Parce que, comme cela a été évoqué, je pense qu'il est nécessaire d'être en lien avec les territoires. Et nous tenons dans un département rural aussi à ce que les EHPAD continuent à être parfaitement répartis sur le territoire départemental, qu'il n'y ait aucun territoire oublié, parce qu'il y a toujours un lien de proximité important par rapport aux familles, pour que les familles puissent plus facilement aller rendre visite à leurs anciens. Pas de territoire oublié, Bernard Bonne. On a tendance souvent, malheureusement, à circonscrire les problèmes français à la métropole. Dans les dom-toms, est-ce qu'on rencontre le même problème? Alors, est-ce qu'ils sont encore plus criants? Alors, dans les dom-toms, je ne connais pas trop le sujet dans les dom-toms. Je sais en tout cas qu'il y avait un problème pour les résidences autonomie, où ils n'avaient pas le droit de construire des résidences autonomie de la même façon qu'on le fait en France. Et je crois que là, il faudra lever, c'était dans une des préconisations que nous avons faites, il faudra qu'on puisse faire la même chose dans les dom-toms que en France, enfin en France, dans l'Hexagone. Mais c'est vrai qu'autrement, bon, les difficultés sont un peu différentes entre les départements ruraux et les départements très urbains, mais bon, on s'adapte, hein, je crois. On parlait tout à l'heure des différences de tarifs, elles viennent beaucoup du foncier, beaucoup aussi de la richesse des personnes. Je suis dans la Loire, c'est un département qui est relativement, enfin pas très riche, pour ne pas dire pauvre, à côté du Rhône. La différence des tarifs d'hébergement entre le Rhône et la Loire était énorme, et pourtant quelquefois on avait des maisons, des EHPAD qui étaient à quelques kilomètres l'un de l'autre. Mais moi, j'avais fixé une politique tarifaire qui était assez rigoureuse pour qu'on puisse justement mettre toutes les personnes qui souhaitaient entrer en maison de retraite, d'EHPAD. Parmi les éléments alors c'est peut-être pas des éléments de confort, mais des éléments qui permettent de mieux accompagner les personnes âgées qui sont dans des EHPAD, encore une fois, quel que soit le statut, il y a les nouvelles technologies, la téléconsultation, de la robotisation, etc., etc. Malheureusement, le numérique, le digital, ça coûte souvent plus cher. Ça permet de faire des économies, mais ça nécessite des investissements qui sont lourds. Ça peut concourir à l'envolée de la facture pour les familles? Alors, tout ce qui concerne la télémédecine, on est quand même accompagné par des aides financières des ARS. Dans les 3 dernières années, il y a eu un beau développement de la télémédecine avec des aides de l'ARS pour se fournir en matériel. Donc là-dessus, non. Après, évidemment, la crise a accéléré le fait qu'il y ait de l'organisation, des visios à distance avec les familles. Donc les établissements aujourd'hui sont assez peu domotisés. Évidemment, si on allait, et si dans l'EHPAD du futur, on va faire plus de domotique, oui, il faudra trouver évidemment les moyens de plus de domotique, sinon ça pèsera forcément sur le tarif. Absolument, si ce n'est pas l'assurance maladie, le département qui finance, c'est forcément la personne Alors juste âgée. expliquez-moi, la télémédecine, ça marche comment avec un résident de 85-90 ans en EHPAD qui peut avoir des troubles cognitifs? Oui, il y a une salle de télémédecine, on peut faire des téléconsultations. Oui, mais quelqu'un qui peut avoir des troubles mentaux, qui n'a pas forcément toute sa tête, comment fait-elle pour bien répondre? Comment le médecin peut-il faire en sorte que... c'est toujours un accompagnement du personnel soignant de l'EHPAD. Donc une téléconsultation ne se fait pas avec seulement la personne et le médecin en face. L'équipe évidemment soignante de l'EHPAD prépare la salle de téléconsultation, prépare la consultation, joint le médecin et tout se fait avec l'assistance du médecin coordonnateur ou d'une infirmière de l'EHPAD. Donc il n'y a pas de problème lié aux pathologies des personnes. Une question un peu rentre-dedans d'un de nos auditeurs, elle a le mérite d'être claire et cash. À partir de combien de places un EHPAD est-il rentable? Est-ce qu'il y a un ratio? Est-ce qu'il y a un point mort en dessous ou au-deçà duquel un non, EHPAD c'est sûr est plus ou moins rentable? on a cessé la construction, en tout cas dans le secteur privé, de toutes petites structures à 30 lits. C'est clair que ce n'est pas viable économiquement parce qu'il faut déployer justement le bâti et le personnel qui va avec. Donc aujourd'hui, un établissement, il faut quand même qu'il ait une taille certaine, autour de 70-80 lits, pour quand même être économiquement
viable déjà. Après, la rentabilité, elle se joue de toute façon sur les dernières places des EHPAD. Hein. C'est environ 95%, un taux d'occupation de 95% qui permet déjà de financer l'intégralité des charges fixes et variables. Donc, ce qu'on appelle la marge de l'établissement, il se fait sur les 3-4 dernières places occupées. Donc un établissement qui est durablement à 95% de taux d'occupation ne verra jamais l'ombre d'un bénéfice. Voilà. Bernard Bonne, on cite souvent en exemple le Danemark qui a joué la carte du maintien à domicile, mais qui pourtant, les spécialistes disent, commence à en revenir en disant bon, il y a le maintien à domicile, mais on a quand même besoin d'établissements et peut-être qu'on a sous-estimé ce besoin en établissement, ce qui rend d'ailleurs crucial le constat selon lequel en France, voilà, l'EHPAD reste au milieu du paysage. La construction, est-ce qu'il faut couper court à toute construction ? Non. Vous l'avez dit publiquement, mais est-ce que c'est... On a été provocateur en disant il faut arrêter la construction des EHPAD. Il faut se fixer comme objectif dans les 5 ans d'arrêter la construction des EHPAD. Malgré le nombre de places nécessaires. Non, mais ça, on pourrait peut-être le faire. Quand on a cité le Danemark en exemple, il faut savoir qu'en 87, le Danemark a décidé de ne plus construire d'EHPAD en disant il faut qu'on trouve des solutions pour le domicile. On est quand même en France le pays qui a le plus de personnes en EHPAD en pourcentage par rapport aux personnes de plus de 85 ans. C'est en France, c'est je crois 16% ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres pays et dans toute l'Europe qui arrivent même à 12, même 7%. Le Danemark a eu cette volonté et a même diminué le nombre de places d'EHPAD jusqu'à aujourd'hui. Mais il est évident qu'ils sont allés trop loin. Je crois qu'il faudra toujours des places d'EHPAD en France. Et quand on dit qu'il y en aura 30 000 qui sont prévus, c'est 3 000... Non, je ne sais plus combien. 100 000. Oui, 100 000 qui devraient être créés. Bon, on ne pourra pas les créer de toute façon. C'est là où il faudra bien trouver des solutions intermédiaires et dire prévenons d'abord la perte d'autonomie pour éviter de construire trop d'EHPAD. Mais si on ne fixe pas un objectif un peu provocateur de diminuer le nombre de créations d'EHPAD, on ne fera jamais l'effort de prévention qu'il faut faire, mais bien avant les 70 ou 75 ans. J'ai passé à l'écran le slide, encore une fois issu du rapport Libaud, qui compare les dépenses publiques en faveur de la vieillesse et des soins entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark. On voit que la France est quand même en pourcentage du PIB qui est quand même très important. Le Danemark, c'est un peu le pays des merveilles. Ils sont 10 millions, même pour les aides techniques. On a été en voyage là-bas. Les aides techniques, tout le monde peut en bénéficier. On va dans un endroit, on dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, on repart avec. Donc c'est une autre façon de voir. Mais malgré tout, ils ont commencé la création d'EHPAD privés il y a à peine 1 an ou 2. Donc ils ont peut-être arrêté, mais enfin en tout cas, ils ont commencé aussi à créer le premier EHPAD privé il y a quelques temps. Donc là aussi, c'est quand même un pays qui va développer l'hébergement. Ça peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas se projeter dans les 20 prochaines années en disant on arrête ça, on fait ci, on fait. Non, il faut évidemment une mixité de services. Il faut de l'établissement. Il faut continuer sa modernisation et il faut surtout renforcer, puisque les Français le veulent et nous le leur devons, il faut renforcer l'aide et le soin à domicile par des plans d'aide beaucoup plus larges. Voilà. Je terminerai avec une question d'actualité qui n'a pas forcément rapport avec le coût des EHPAD, mais comme j'ai la chance d'avoir le président de la Mayenne, la Mayenne est un département où la Covid a flambé pendant la pandémie. Question d'un de nos internautes, donc je prends la balle au bon. Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, que pensez-vous des soignants en EHPAD qui refusent de se faire vacciner ? Quel est votre point de vue là-dessus, Olivier Richeroux ? Moi, je voudrais d'abord dire que pendant cette crise, j'ai entendu Florence Arnaise-Momé dire que l'ARS avait joué le jeu. Les départements ont été aussi à la manœuvre, pas seulement auprès du maintien à domicile, mais aussi auprès des personnels en EHPAD. En tout cas, nous, on a joué le jeu sur la prime Covid, qu'on a fixé très tôt avant que le gouvernement le décide, pour que tout le monde puisse en bénéficier, car ce n'était pas normal qu'il n'y ait qu'une catégorie de personnes qui puissent en bénéficier. Et donc, sur cette crise Covid, moi, je crois qu'à partir du mois de septembre, la vaccination doit devenir obligatoire pour les personnels soignants.
nous n'avons pas d'autre choix et il faut qu'on puisse la rendre obligatoire. Sinon, ce n'est pas sérieux. Personne ne le comprendrait. Et quand on interroge les habitants, je pense qu'ils souhaitent aussi, pour leur protection à eux, que l'ensemble des personnels soignants soient vaccinés et qu'on la rende obligatoire ne me choque pas. Les deux autres intervenants, vous êtes d'accord avec ça? Il faut contraindre les personnels soignants à se faire vacciner? Il faut contraindre tous les Français à se faire vacciner. Y compris les personnels soignants? Y compris les personnes qui travaillent en EHPAD. Surtout les personnes qui travaillent en EHPAD et dans tout le système hospitalier ou médical. On oblige bien tous les étudiants en médecine, tous les médecins à se faire vacciner contre l'hépatite. Bon, l'hépatite se transmet quand même. Alors c'est très dangereux aussi, mais se transmet moins quand même que la Covid. Il faut absolument qu'on arrive. Pour la grippe, il faudra aussi se poser la question. C'est le mot de la fin apporté par le médecin de ce plateau. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Olivier Richefou pour vous être rendu disponible à distance. Merci à vous deux. On va passer maintenant à un personnage, Dominique Libaud, dont on a beaucoup parlé, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin puisqu'il est dans un train pour Saint-Étienne, mais avec lequel j'ai enregistré une vidéo en fin de semaine dernière. Merci beaucoup à tous les trois. On passe à la séquence suivante. Merci à vous.